Je m'appelle Camille. Je suis assise ici, dans ma chambre d'hôtel, et le silence est presque assourdissant. Il y a quelques heures à peine, j'étais chez mes parents pour le grand repas de Noël, et tout a basculé. J'avais amené un invité avec moi, un homme nommé Monsieur Laurent. Au moment où ma mère l'a vu passer le pas de la porte, son visage est devenu blanc comme un linge. Elle a attrapé le bras de mon père et a sifflé, « Fais-les sortir d'ici immédiatement ». Mais il était trop tard. Monsieur Laurent avait déjà commencé à parler, révélant un secret que ma mère avait passé des années à essayer d'enterrer. Laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. J'ai grandi dans une petite ville de province en Bourgogne. Mes parents, les Martin, étaient stricts et très à cheval sur les traditions. Ma sœur aînée, Chloé, était leur enfant chéri. Elle était belle, intelligente et avait une vie parfaite. Elle a épousé un riche chef d'entreprise et a fait une brillante carrière dans la finance. Pendant ce temps, j'étais le vilain petit canard de la famille. J'étais calme, introverti, et je ne semblais jamais être à la hauteur des attentes de mes parents. Quand j'avais 16 ans, Chloé a été acceptée à la prestigieuse école HEC Paris avec une bourse d'excellence. Ma mère était aux anges. Elle a accroché la lettre d'admission sur le réfrigérateur avec un aimant et a dit « Chloé ira loin. Pourquoi ne peux-tu pas être un peu plus comme elle ?» J'avais également passé les concours pour les grandes écoles, mais je n'avais pas été prise. J'ai été acceptée dans une bonne université publique, mais ce n'était pas assez bien pour mes parents, qui me faisaient sans cesse me sentir comme une ratée. À la fac, j'ai étudié l'informatique. J'étais passionnée par les nouvelles technologies et je voulais avoir un impact sur le monde. J'ai travaillé dur et j'ai eu de très bonnes notes, mais mes parents semblaient s'en moquer éperdument. Ils s'intéressaient bien plus aux réussites de Chloé. Lorsque Chloé s'est fiancée avec son mari, mes parents ont dépensé une fortune pour son mariage. Ils ont même pioché dans les économies qu'ils avaient mises de côté pour mes études afin de le financer. J'avais le cœur brisé. J'ai dû contracter un prêt étudiant pour pouvoir terminer mon master. Après mes études, j'ai décroché un emploi dans une start-up de la French Tech. Je faisais des horaires à rallonge et je gagnais très bien ma vie, mais mes parents ne considéraient toujours pas que j'avais réussi. Ils pensaient que je devrais avoir une situation plus classique et stable, comme Chloé. À chaque repas de Noël, ils me comparaient à elle et me faisaient sentir que je n'étais pas à la hauteur. Puis il s'est passé quelque chose qui a tout bouleversé. Ma nièce Léa a été diagnostiquée avec une forme rare de cancer. Léa était la lumière de ma vie, je l'aimais plus que tout au monde. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été anéantie. Je voulais faire tout mon possible pour l'aider. J'ai proposé de payer ses frais médicaux et ses traitements non remboursés, mais ma sœur et mes parents ont refusé. Ils ont dit qu'ils pouvaient gérer la situation seuls. Au cours des mois suivants, j'ai essayé de rendre visite à Léa à l'hôpital, mais ma sœur trouvait toujours des excuses. Elle disait que Léa était trop fatiguée ou qu'elle ne voulait pas de visite. J'étais effondrée. J'avais l'impression d'être totalement exclue de la vie de ma propre nièce. Un jour, j'ai reçu un appel de ma sœur. Elle m'a annoncé que l'état de Léa s'aggravait et qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps. J'ai tout laissé tomber et j'ai pris le premier TGV pour la Bourgogne. Quand je suis arrivée à l'hôpital, Léa était dans le coma. Je me suis assise à son chevet et je lui ai tenu la main. Je lui ai dit à quel point je l'aimais et à quel point j'étais désolée de ne pas avoir pu être plus présente pour elle. Quelques jours plus tard, Léa s'est éteinte. J'étais dévastée. J'ai eu l'impression qu'une partie de moi était morte avec elle. Ma sœur et mes parents m'ont reproché mon absence, affirmant que j'étais trop concentrée sur ma carrière et que je me fichais de Léa. J'ai bien essayé d'expliquer que j'avais voulu aider, mais ils ne voulaient rien entendre. Après la mort de Léa, j'ai sombré dans une profonde dépression. J'ai coupé les ponts avec ma famille et je me suis plongée à corps perdu dans mon travail. Je me suis investie dans mon entreprise comme jamais auparavant, voulant prouver à mes parents que je n'étais pas une ratée. Quelques années plus tard, ma start-up a été rachetée par un géant du numérique. Cette acquisition m'a rapporté énormément d'argent. Je ne savais pas quoi faire de toute cette somme, alors j'ai décidé d'en faire un usage qui ait du sens. J'ai commencé à faire des recherches sur des associations dédiées à la recherche sur les cancers pédiatriques.
Je voulais vraiment changer les choses pour d'autres enfants comme Léa. J'ai trouvé une organisation qui s'appelait la Fondation Léa. La fondation avait été nommée en hommage à une petite fille emportée par la maladie. J'ai été immédiatement attirée par cette fondation à cause de son nom. J'ai pris la décision de leur faire une très grosse donation. Mon but était d'aider à financer la recherche pour trouver un remède contre les cancers pédiatriques. Au fil des années, j'ai continué à faire des dons à la Fondation Léa. Je me suis également impliquée personnellement dans leurs actions. J'ai rencontré d'autres parents qui avaient perdu leurs enfants à cause du cancer, j'ai écouté leurs histoires et j'ai été profondément inspirée par leur force et leur résilience. Un jour, j'ai reçu un appel de Monsieur Laurent, le directeur de la Fondation Léa. Il m'a annoncé que la Fondation prévoyait de construire un nouveau centre de recherche clinique. Il a ajouté qu'il souhaitait lui donner le nom de Léa. J'étais folle de joie. Je n'arrivais pas à croire qu'ils allaient honorer la mémoire de ma nièce d'une manière aussi magnifique. Monsieur Laurent m'a également dit qu'il voulait rendre mon mécénat public. Il voulait me remercier de mon soutien et sensibiliser le grand public au cancer infantile. J'ai d'abord hésité. Je ne voulais pas attirer l'attention sur moi, je voulais juste aider. Mais Monsieur Laurent m'a convaincu qu'il était important de partager mon histoire. Il m'a assuré que cela pourrait inspirer d'autres personnes à s'engager et à faire bouger les choses. J'ai donc accepté de rendre mon don public. J'ai prévenu Monsieur Laurent que je devais d'abord en parler à ma famille. Je voulais qu'il connaisse la vérité sur ce que je faisais. Je voulais qu'il sache à quel point j'aimais Léa et que j'avais essayé de faire la différence en sa mémoire. C'est comme ça que je me suis retrouvée chez mes parents pour ce fameux repas de Noël. J'avais emmené Monsieur Laurent avec moi pour le présenter à ma famille. Je savais pertinemment que la conversation allait être difficile, mais j'étais prête à l'affronter. À notre arrivée chez mes parents, ma mère a été choquée de voir Monsieur Laurent. Elle ne savait pas qui il était ni pourquoi je l'avais amené. Elle a essayé de le mettre à la porte, mais j'ai refusé de bouger. Je lui ai répondu que Monsieur Laurent avait quelque chose de la plus haute importance à dire. Monsieur Laurent s'est alors levé et s'est adressé à toute la famille. Il leur a parlé de la Fondation Léa et du nouveau pôle de recherche qui allait être construit en l'honneur de ma nièce. Il leur a également parlé de mes dons et de la manière dont ils avaient permis de financer ces recherches. Ma famille était stupéfaite. Ils n'arrivaient pas à croire ce qu'ils entendaient. Ma mère, en particulier, était sous le choc. Elle avait toujours pensé que j'étais une moins que rien, mais elle réalisait soudain que j'avais accompli quelque chose d'extraordinaire. J'ai saisi l'occasion pour prendre la parole. J'ai dit à ma famille à quel point j'aimais Léa et combien je regrettais de ne pas avoir pu être davantage à ses côtés. Je leur ai également expliqué que j'avais œuvré pour honorer sa mémoire. J'ai ajouté que je me moquais bien de leur approbation ou de l'opinion qu'ils avaient de moi, et que je voulais seulement faire ce qui était juste. Quand j'ai terminé de parler, il y a eu un long moment de silence. Puis ma sœur s'est levée et m'a serré dans ses bras. Elle m'a demandé pardon de m'avoir tenue responsable de la mort de Léa. Elle a reconnu qu'elle avait eu tort. Mes parents se sont également excusés. Ils m'ont avoué qu'ils étaient fiers de moi et qu'ils avaient eu tort de me juger. Ils ont ajouté qu'ils allaient me soutenir dans mon engagement auprès de la Fondation Léa. Ce fut un moment intensément riche en émotions. J'avais enfin trouvé le courage de m'affirmer et de rétablir la vérité. Je m'étais aussi réconciliée avec ma famille. C'était un nouveau départ pour nous tous. Depuis ce jour, je continue de travailler avec la Fondation Léa. Je me suis engagée encore plus activement dans la lutte contre le cancer pédiatrique. Je veux m'assurer qu'aucune autre famille n'ait à traverser le calvaire que nous avons vécu. Je veux réellement faire une différence dans la vie des enfants comme Léa. Ma mère ne m'a toujours pas complètement pardonné mon absence à l'enterrement de Léa, mais je sais qu'elle m'aime. Je sais aussi que je n'ai plus besoin de son approbation pour être heureuse. J'ai trouvé un sens à mon existence et je vais continuer à me battre pour mes convictions. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille ou si vous avez dû vous battre pour ce en quoi vous croyez, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. La version que votre famille a de vous n'est pas la vérité absolue. C'est juste une histoire qu'ils ont besoin de se raconter pour donner un sens à leur propre choix. Et vous n'êtes pas obligé de rester prisonnier de ce récit.
Vous avez le pouvoir de créer votre propre histoire, une histoire faite d'espoir, d'amour et de sens.